OK. Bonjour à tous. Bienvenue à ce dernier webinaire des cours du DESMIR consacré à la toxicologie. Nous avons le plaisir d'accueillir Dominique Vaudovar, qui est maître de conférence, praticien hospitalier à l'hôpital Lariboisière Fernand Vidal, et donc qui va nous parler de l'épuration extra-rénale, de son intérêt et de ses limites au cours des intoxications aiguës. Merci Dominique. Merci tout d'abord à tous d'être là à cette heure un petit peu tardive. N'hésitez pas à vous connecter au WooClap pour que ce soit un peu plus interactif. Sur ces formules webinaires, on ne peut pas vraiment échanger très facilement, mais vous avez aussi une espèce de chat là pour poser vos questions et n'hésitez pas, on y répondra au fur et à mesure. Et alors, j'ai un deuxième petit sondage à faire qui est intéressant pour nous, simplement, c'est de savoir dans quelle année vous êtes, parce qu'en fait, on se rend compte qu'il y a une certaine perméabilité parfois entre les années, même si c'est plutôt pour du A1 normalement. Donc, je vous laisse répondre. Pour ceux qui sont connectés, mais vous pouvez vous connecter encore. Vous êtes 29, il n'y en a que 15 qui sont sur WooClap, donc davantage de phase socle en fait. D'accord. Alors, les objectifs de cette présentation, d'accord, c'est comprendre en fait le raisonnement, pardon, amenant à l'indication d'une épuration extracorporelle et toxique. Le terme anglais, c'est ECTR pour extracorporal toxic removal. Connaître les Dominique, on ne t'entend pas. En tout cas, moi, je ne t'entends pas. Est-ce que là, vous m'entendez? Oui, à nouveau là, c'est bon. Je ne sais pas quand est-ce que vous m'avez perdu. Juste au deuxième objectif. D'accord. Donc, connaître les méthodes de CTR recommandées et puis connaître les toxiques pour lesquels une dialyse finalement est recommandée. Donc, vous allez voir, c'est plutôt du raisonnement en s'inspirant de vignettes cliniques. Je n'ai pas de lien d'intérêt avec cette présentation. Alors, tout d'abord, en introduction, on va commencer par une petite vignette clinique. Donc, c'est un patient de 80 ans qui fait 68 kilos, qui a comme antécédent un adénocarcinome du côlon en rechute, qui est retrouvé au sol dans le coma avec une boîte de Lexomil à ses côtés. Le coma est réversé par le flumazénil, comme on l'a vu lors du précédent topo, et qui va permettre d'éviter l'intubation orotrachéale. Sur le bilan, vous découvrez une insuffisance rénale aiguë qui s'avère être anurique. La kaliémie initiale est à 7,5 millimoles. Après insuline, elle est à 7,1 millimoles. La question, elle est simple. Est-ce que vous dialysez ou vous ne dialysez pas? Ok, vous avez quasiment ceux qui sont inscrits ont répondu. Donc, vous avez répondu oui. Et vous avez raison, c'est-à-dire, la première question, c'est déjà, est-ce que les critères d'épuration extra-rénale habituels s'appliquent chez le patient intoxiqué? Je vous réfère à cette revue de la littérature récente qui a été faite par Stéphane Gaudry et Didier Dreyfus, qui reprennent très bien les indications de la dialyse en urgence ou pas en urgence. Parmi celles-ci, il y a l'hypercalémie réfractaire. Donc oui, vous allez dialyser cette patiente et qu'elle soit intoxiquée ou pas intoxiquée finalement. À ce propos-là, je vous rappellerai aussi que lorsqu'on considère les classifications, vous savez, de l'insuffisance rénale, notamment la classification CADIGO, et même dans un contexte toxique, ces classifications, elles sont liées à la mortalité, c'est-à-dire plus vous avez un stade CADIGO 1, 2, 3 qui est élevé, plus la mortalité est importante, et ce même dans les intoxications.
Alors, deuxième étape du raisonnement, c'est est-ce que je vais avoir besoin d'une épuration extracorporelle des toxiques? Donc, on va commencer également par une vignette clinique. Donc là, c'est un ou une patiente de 26 ans qui pèse 70 kg, qui a une épilepsie traitée par valproate de sodium à libération immédiate. C'est une erreur thérapeutique avec double prise de valproate de sodium 2 grammes il y a 7 heures. Elle est asymptomatique. La dose supposée ingérée de 30 mg kg. La question va être un peu redondante ce soir, c'est est-ce que vous dialysez ou vous ne dialysez pas? Donc, là encore, vous êtes très bon, d'accord? C'est que la question à se poser pour la dialyse, c'est finalement, est-ce que l'exposition à l'intoxication par elle-même peut causer des complications sévères, voire le décès? C'est-à-dire, est-ce qu'il va falloir mettre en place un processus d'épuration pour éviter la survenue de ces complications? Un processus d'épuration qui, je vous rappelle, est quand même très invasif. Et bien voilà, pour le valproate de sodium dans ce contexte-là, vous avez des doses toxiques qui sont parfaitement publiées, notamment dans un contexte d'erreur thérapeutique, puisque le ou la patiente a pris le valproate de sodium pas dans un contexte suicidaire, donc vous êtes à peu près certain de la dose. En plus, on est à la 6e heure, la dose supposée ingérée est inférieure à 50 mg kg. Donc cette patiente, même ou ce patient, peut rester à domicile et bien sûr, il n'y a pas d'indication à une épuration extracorporelle des toxiques. On continue dans notre raisonnement. Est-ce que j'ai besoin d'une ECTR? Là, c'est un patient de 32 ans qui pèse 72 kg, qui a des antécédents inconnus, qui est trouvé au sol dans la rue, une seringue à ses côtés. Il est en myosis avec un coma calme et une bradypnée à 11 par minute. La question, c'est est-ce que vous allez vous poser la question de l'épuration extracorporelle des toxiques dans ce contexte-là? Et bien là encore, vous êtes très bon et vous avez raison parce que vous allez devoir vous poser la question de est-ce que la toxicité que vous allez rencontrer, là, le patient est visiblement intoxiqué, est-ce qu'elle peut être réversée ou modifiée par l'administration d'un antidote, pardon. Là, vous avez un toxidrome opioïde, on l'a vu la semaine dernière. Vous avez des recommandations très claires sur comment administrer l'antidote qui est la naloxone. Vous allez lui mettre de l'oxygène. Et ce patient, s'il s'avère que c'est bien un opioïde, eh ben, n'aura pas besoin, bien sûr, d'une épuration extra-rénale. Toujours dans la conduite du raisonnement, il faut se poser aussi la question, et là c'est un peu de la révision par rapport aux premières séances, c'est peut-on minimiser la toxicité de l'intoxication par un traitement qui va limiter l'absorption ou augmenter l'élimination? Je vous rappelle les indications du charbon activé. Les charbons activés, lui, il va limiter l'absorption au niveau de l'estomac, mais éviter aussi, ou permettre plutôt et également de chélater le toxique lorsqu'il y a un cycle entérohépatique, et puis un peu moins clair, mais ça peut exister, notamment lorsqu'il y a des sécrétions au niveau de l'intestin grêle. Je vous rappelle que c'est pour une dose supposée toxique, pour un toxique qui est carbo-absorbable, hein, donc pas les ions notamment, et puis qu'il y a des contre-indications qu'il faut bien comprendre. Il faut que votre patient n'ait pas de trouble de la conscience, hein, sauf si vous l'intubez, pas d'hydrocarbures ou de moussant qui augmentent le risque de pneumopathie d'inhalation, bien sûr les risques de perforation et d'hémorragie digestive, et si vous devez faire une endoscopie en urgence, eh ben, vous ne verrez rien. C'est indiqué dans les intoxications aiguës, hein, c'est une dose dans l'heure ou jusqu'à 2 heures qui suit l'ingestion, et puis pour les formes à libération prolongée, on peut faire des doses répétées toutes les 6 heures. Deuxième moyen que vous avez, je ne sais plus si on en a parlé, c'est l'irrigation digestive par polyéthylène glycol, ou PEG. Bon, c'est tout simplement une préparation colique. Là encore, ce n'est pas pour toutes les expositions, c'est pour une dose supposée toxique. Le toxique doit être non carbo-absorbable, parce que sinon, vous allez donner du charbon. Et il y a une faute dans cette diapositive, pardon, et bien sûr, c'est pour les ions là, davantage. Les contre-indications sont les mêmes et c'est recommandé pour le fer, le lithium et le potassium. Et puis, il y a des moyens d'épurer les toxiques, notamment les salicylés. Hein, c'est que vous allez pouvoir augmenter l'élimination
si le pH devient alcalin. Ça va favoriser son élimination. Et donc, par rapport à votre toxique, vous allez devoir déjà, au moment où vous prenez en charge votre patient, considérer ces différents éléments. Donc, vous voyez qu'on s'est posé des questions assez simples, hein. Est-ce que l'exposition par elle-même va causer des complications sévères, voire le décès? Si c'est oui, vous considérez le second step. Si c'est non, il n'y aura pas d'indication immédiate à une épuration extracorporelle des toxiques. Est-ce que la toxicité, elle peut être prévenue ou réversée par un antidote? Oui, à ce moment-là, bien sûr, vous allez surseoir à la dialyse, quel que soit le contexte. Et puis, est-ce que vous pouvez minimiser la toxicité du xénobiotique par un traitement qui va limiter ou augmenter l'élimination, limiter l'absorption ou augmenter l'élimination? Et bien là aussi, si oui, vous allez peut-être considérer d'abord cette option thérapeutique. Et à ce moment-là, si par contre vous répondez non aux deux dernières questions et oui à la première question, vous allez peut-être pouvoir vous dire que vous avez besoin d'une épuration extracorporelle des toxiques. Alors ensuite, c'est bien gentil, mais il va falloir se poser la question de est-ce que cette épuration extracorporelle des toxiques, est-ce qu'au final, elle est indiquée ou elle n'a pas d'indication finalement? Et finalement, pour ça, il faut considérer le toxique qui est impliqué dans votre intoxication. Et donc, la question est la suivante, c'est pour vous, quelles sont les caractéristiques importantes du toxique qui vous semblent importants à considérer pour savoir si finalement, en gros, le toxique est dialysable ou pas dialysable? OK. Donc, la substance est-elle théoriquement éliminée par une technique de CTA? Donc, est-ce qu'elle est dialysable ou pas dialysable? Vous avez globalement bien répondu, d'accord? Et on va s'intéresser à 3 paramètres qu'on va voir ensemble. Premièrement, c'est le volume de distribution, d'accord? Le volume de distribution, c'est que pour être éliminé, le toxique doit être dans le compartiment vasculaire. Donc, il doit être très peu distribué dans les tissus. Donc, plus le volume de distribution est faible, moins le xénobiotique sera distribué dans les tissus et plus il sera dans le compartiment vasculaire. Je vous rappelle que si vous prenez le Vidal, par exemple, le volume de distribution est clairement indiqué pour un médicament donné. On distingue un peu 3 classes de toxiques, ceux qui ont une absence de distribution tissulaire, donc qui sont dans le compartiment vasculaire, celles qui ont une distribution limitée au secteur interstitiel, hein, c'est des volumes de distribution entre 0,6 et 1 litre par kilo, et puis ceux dont la distribution tissulaire n'a pas est la plus importante, pardon. Et à ce moment-là, bien sûr, vous n'aurez pas d'indication à une épuration extracorporelle des toxiques. Généralement, le cut-off qu'on se fixe, alors c'est un cut-off un peu arbitraire dans la littérature, c'est un volume de distribution qui est inférieur à 1 litre par kilo. Deuxième élément qu'on va discuter, c'est le poids moléculaire. Alors, on va s'affranchir directement de techniques qui sont l'échange plasmatique ou l'hémoperfusion dont on dira peut-être quelques mots tout à l'heure. Mais pour que votre toxique soit dialysable, il va falloir qu'il passe les membranes. Alors, on estime à peu près que c'est inférieur à 500 Dalton en diffusion ou 4000 Dalton sur les méthodes de convection. Et là encore, dans la littérature, il y a une espèce de cut-off. Il faut que la molécule, ne soit pas trop grosse. Et donc, on est aux alentours de 1000 à 2000 Dalton. Et vous voyez que ça varie selon les techniques. Troisième élément, c'est la liaison aux protéines plasmatiques. La liaison aux protéines plasmatiques, donc on a vu qu'il ne fallait pas que ce soit trop gros. Lorsque vous considérez la taille et le poids moléculaire des différentes protéines contenues dans le sang, vous voyez que ce sont des grosses molécules.
Et par conséquent, pour qu'il y ait un effet là-dessus, on considère, là encore de manière assez arbitraire, mais ça vient d'études sur la dialyse, qu'il faut que la fixation protéique soit inférieure à 60%. Alors maintenant qu'on a dit tout ça, est-ce que vous pouvez me dire si, par exemple, ces deux xénobiotiques, ces deux toxiques, l'aspirine dont je vous donne le poids moléculaire, le volume de distribution et la liaison plasmatique aux protéines, est-ce que l'aspirine et l'acide valproïque, est-ce que ce sont des molécules dialysables ou pas dialysables? Alors, vous avez quasiment tous répondu, puis ça ne s'inversera pas. Donc, pour vous, ce n'est pas dialysable. Donc, si on reprend les caractéristiques, eh ben, on voit que le poids moléculaire est plutôt faible. On s'est fixé entre 500 et 4000, aux alentours de 1000 si on fait une moyenne. Le volume de distribution est plutôt faible, on est bien d'accord. Donc, ces deux critères-là sont cochés. Et puis, quand on voit la liaison aux protéines plasmatiques, eh ben, on est quasiment à 80-90%. Et donc, par conséquent, théoriquement, et vous avez raison, que théoriquement, ces molécules ne sont pas dialysables. Alors, en fait, c'est un petit piège, mais c'est pour que vous compreniez bien un peu les subtilités. C'est que, malgré tout, pour ces molécules qui cochent bien les deux premières cases et pas la dernière case, eh ben, lorsque vous allez avoir un passage sanguin des molécules après l'absorption, donc elles vont être dans le compartiment plasmatique, et elles vont bien sûr se fixer aux protéines. On a vu que le taux de fixation était très élevé. Mais lorsque vous êtes dans des doses très importantes, eh ben, vous allez avoir un surplus de médicaments au niveau sanguin et finalement des protéines qui vont être saturées, si bien que la partie qui va rester dans le compartiment sanguin et qui ne va pas diffuser au niveau tissulaire, puisque le volume de distribution est faible, eh ben, va pouvoir être dialysable. Donc, tout ce que je vous ai dit est vrai sur les trois paramètres, mais voilà, il y a cette petite subtilité, notamment pour ces deux toxiques, aspirine et acide valproïque. Deuxième étape du raisonnement pour savoir est-ce que l'épuration extracorporelle des toxiques est indiquée, c'est de se dire est-ce que la clairance endogène du xénobiotique est inférieure à 4 millilitres minutes par kilo. Peu importe, en fait, la question c'est est-ce que entre dialyse et pas dialyse, est-ce que vous allez épurer de manière plus rapide ou pas le xénobiotique grâce à une méthode de dialyse. C'est ce que j'ai essayé de représenter sur ce schéma. Si vous branchez un patient à une dialyse et que finalement la clairance endogène permet une élimination plus rapide, finalement la dialyse va avoir peu d'intérêt. Et pour vous prendre un exemple de la metformine qui pourtant a des indications de dialyse que l'on reverra tout à l'heure, vous voyez que la clairance endogène, elle est de 500 et celle de l'hémodialyse est finalement plus faible et que donc il faudra considérer d'autres paramètres et notamment l'élimination naturelle du toxique, et c'est là où va rentrer en compte la fonction rénale par exemple, mais ça peut être aussi son métabolisme avec une fonction hépatique altérée, et c'est ces paramètres-là qui vont pouvoir éventuellement décider de la dialyse ou pas de la dialyse. Troisième point important pour savoir si l'épuration extracorporelle des toxiques est indiquée ou pas indiquée, c'est est-ce que la dialyse, et ça vous êtes habitué en réanimation, est-ce que finalement faire la dialyse dans un contexte d'intoxication va améliorer la clinique ou le pronostic du patient? Parce que éliminer un xénobiotique, c'est bien, mais si ça n'améliore pas le pronostic ou l'état clinique, finalement, c'est quelque chose qui va coûter cher, qui est invasif, et finalement qui n'aura pas d'utilité. Je vous rappelle que dans notre discipline, qui est un peu une niche de réatoxicologie, il n'y a pas d'études contrôlées randomisées et que finalement, on s'appuie toujours sur des case reports ou des séries rétrospectives. Et c'est toujours difficile de déterminer avec précision, finalement, dans une catégorie de patients intoxiqués, quels patients vont réellement bénéficier
d'une dialyse, quels sont les critères, est-ce que c'est de la clinique, du dosage ou des anomalies biologiques. C'est totalement différent, par exemple, de traitements que vous connaissez bien pour d'autres pathologies de réanimation. Un petit exemple en prenant le lithium, les intoxications au lithium qu'on reverra probablement en présentiel pour le module de toxico. C'est que le lithium, vous savez, qui va donner dans un premier temps des signes digestifs, puis ensuite des signes neurologiques importants avec des risques de séquelles neurologiques à long terme. Et bien, vous voyez que le lithium, c'est un candidat parfait, finalement, à la dialyse. En effet, son poids moléculaire est faible, son volume de distribution est très faible, et surtout, vous l'avez bien vu, il n'y a aucune fixation protéique du lithium, donc c'est un candidat parfait. Lorsqu'on reprend les recommandations internationales, et on en reparlera, qui est un groupe d'experts fait de réanimateurs, néphrologues en toxicologie, ils ont des indications extrêmement larges de la dialyse. Et quand on avait regardé ça chez nos patients de réanimation à la Riboisière, vous voyez, il y avait 128 patients sur une dizaine d'années. C'est une intoxication qui est rare. Vous avez ceux qui avaient été dialysés, d'accord, dans le service, et puis ceux qui n'avaient pas été dialysés. Et vous remarquez que donc 101 patients selon les critères EXTRIP, donc les recommandations internationales, auraient dû être dialysés sur les 128 patients, pardon. Il y en a 22 qu'on a dialysés en effet, et puis il y en a 79 qu'on n'a pas dialysés. Et vous voyez qu'en termes de pronostic, alors c'est du pourcentage, c'est des faibles effectifs, ce n'est pas une très bonne méthodologie, on est bien d'accord, mais on voyait que finalement, en termes de décès, les proportions étaient les mêmes. En termes de pronostic neurologique à la sortie de réanimation, on avait à peu près le même type de patient. Si on prenait ces deux paramètres, pareil, on n'avait pas de différence significative. Et puis surtout, on remarquait quand même que les patients qui n'avaient pas été dialysés, ici, c'était quand même probablement des patients qui étaient moins sévères, comme vous le voyez ici, et qui avaient finalement une durée d'hospitalisation qui était plus courte et que finalement on les aurait dialysés. Ce n'est pas sûr qu'on aurait diminué cette durée d'hospitalisation. Donc, vous voyez que pour une substance parfaitement dialysable, la dialyse ne va pas résoudre tout, notamment pour le lithium, c'est parce que probablement il y a une accumulation cérébrale de lithium dans les intoxications sévères et qu'il est possible que la dialyse ne permette pas la clairance du lithium du compartiment cérébral. Alors, je ne sais pas si Bruno, il y a des questions. Moi, j'en vois apparaître en haut de mon écran. Oui, alors attends. Il y a quelques questions, mais peut-être sur la fin, on pose les questions. Ouais, ok, ça roule. Ensuite, quelles sont les techniques de dialyse? Pardonnez-moi. Hop. Alors, je vous ai pris l'exemple du méthanol. Vous savez, le méthanol, c'est un acide toxique, un alcool toxique, pardonnez-moi, qui est par ailleurs une molécule qui est là aussi encore parfaitement dialysable. Vous voyez le poids moléculaire, le volume de distribution, et il n'y a pas de liaison aux protéines. Et pourquoi je vous ai pris ce toxique-là? Tout simplement parce que, voilà, il y a cette courbe qui est assez représentative. Donc, vous avez en noir, si vous ne dialysez pas un patient intoxiqué au méthanol, d'accord? Donc, la demi-vie, c'est de l'ordre, elle est très allongée, ou le T est peut-être le temps d'élimination totale. En tout cas, c'est long. Si vous prenez la dialyse péritonéale, que bien sûr, on n'utilise pas en réanimation, c'est un peu mieux, mais ce n'est pas génial. Si vous prenez les échanges plasmatiques, c'est pas, on baisse encore, on divise par 2, mais ça reste quand même une durée importante. Si on prend une méthode discontinue, déjà, on fait mieux, mais ça n'est pas extraordinaire. Et vous voyez qu'une méthode, une méthode continue pour la CVVHD, et si on prend une méthode discontinue, on va faire beaucoup mieux. Et donc, ce qui est recommandé, et on le reverra tout à l'heure avec la conférence de consensus de la SRLF sur les intoxications, c'est dans un premier temps de faire une méthode discontinue. Néanmoins, vous pouvez avoir certains relargages de toxiques. Je vous prends juste l'exemple du lithium. Donc là, c'est un patient intoxiqué par le lithium qui va être dialysé dans un premier temps. Et puis, vous allez avoir un rebond, tout simplement, qui est un relargage tissulaire vers le secteur vasculaire de lithium. Et donc, pour certaines intoxications, on recommande de faire du discontinu, décidément, du discontinu dans un premier temps, et ensuite du continu
pour être sûr de ne pas avoir ce rebond plasmatique. Et donc, si on se réfère donc, à cette RFE hein, qui est dans Annals of Intensive Care et que vous avez en disponibilité en open access. Donc aujourd'hui, il n'y a pas, je vous ai dit, d'études bien faites qui permet de trancher sur la meilleure efficacité de ces techniques. Voilà. Mais ce qui est néanmoins recommandé, comme je vous l'ai dit, c'est du discontinu et éventuellement pour certains toxiques, du continu après. Alors, peut-être que, et je crois qu'il y a une question qui est venue par ici. Donc, là, il y a une méthode qui est arrivée, on va dire, sur le marché il y a maintenant quelques années, qui est la dialyse à l'albumine, qui, en plus d'un circuit de dialyse habituel, propose un circuit de dialyse avec de l'albumine. L'idée, c'est justement pour les molécules qui sont très attachées aux protéines, de permettre leur épuration. Cette dialyse à l'albumine, c'est ce qui est utilisé notamment, c'est le système Mars, hein, pour ceux qui connaissent, ou il y en a d'autres, et qui est utilisé notamment dans les insuffisances hépatocellulaires aiguës. Alors, d'où est parti cet engouement? C'est deux case reports rapportés par l'équipe de Limoges, où c'était deux intoxications par cardiotrope, hein, par inhibiteur calcique. Et vous voyez donc qu'ils ont montré ici, cette première courbe, c'était la concentration. Voilà, et ils ont montré que le métabolite et la molécule mère semblaient diminuer peut-être de manière un peu plus importante lorsqu'on mettait la dialyse Mars, même si ce n'était pas tout à fait vrai pour le métabolite. Si on prend maintenant les caractéristiques pharmacodynamiques, c'est-à-dire l'effet, hein, c'est un cardiotrope, on l'a vu ensemble, ça donne un état de choc, ils ont remarqué que lorsque on mettait en place le système Mars, vous alliez avoir une diminution rapide des lactates et une diminution rapide des vasopresseurs, et puis une pression artérielle moyenne qui va finalement ne faire qu'augmenter malgré le sevrage des vasopresseurs, donc suggérant une efficacité et peut-être, pourquoi pas, une élimination un peu plus importante des toxiques par ce type de méthode. Alors, il y a maintenant plusieurs articles qui sont sortis et ce case report qui est vraiment intéressant et très bien documenté sur une intoxication mixte entre un inhibiteur calcique, l'amlodipine, et un sartan, le valsartan, avec pareil, un patient en état de choc. Là, ce sont les concentrations qui ont été mises d'amlodipine en fonction du temps. Et puis, il y a une séance de Mars qui est réalisée. Et ils se sont amusés à calculer la demi-vie, mais également à s'intéresser à la quantité d'amlodipine qui avait été épurée par le système Mars pendant une dialyse, vous voyez, qui dure de 24h30 à… voilà, donc c'est long, hein, c'est plus de 10 heures de dialyse Mars. De manière intéressante, hein, sur ce patient-là, c'est 1,5 mg d'amlodipine épuré pendant cette séance. Je vous rappelle que les patients, lorsqu'ils en prennent de manière volontaire, en prennent souvent plusieurs comprimés et que les comprimés d'amlodipine, c'est entre 5 et 10 mg. Donc, vous voyez que ça ne permet pas, en tout cas, d'éliminer le toxique. Alors, ça ne veut pas dire que ça n'a pas d'intérêt et on en dira peut-être un mot un peu plus en profondeur tout à l'heure, mais bon, probablement, il y a d'autres mécanismes qui rentrent, notamment via le NO au cours de ces intoxications. Peut-être une captation, une diminution de la vasodilatation grâce au système Mars, mais en tout cas, ce ne sont pas des systèmes qui épurent les toxiques à proprement dit. Une fois, pardon, une fois que donc on s'est posé de l'indication, etc., c'est qui dialyser. Et là, c'est vrai que c'est un problème récurrent, c'est-à-dire, je vous ai parlé tout à l'heure, on n'a pas d'essai contrôlé randomisé. On a vu que finalement, avec le lithium, ça ne marchait pas forcément chez tous les patients, qu'il y a probablement des patients à sélectionner. Et donc, qui va-t-il falloir dialyser? Vous avez des recommandations. Si on prend les recommandations françaises, toujours de la RFE, de la SRLF, dans Annals of Intensive Care, il faut dialyser les intoxications qui sont sévères. Et il y a quelques toxiques qui sont listés. Donc, c'est le lithium, la metformine,
le salicylate, le phénobarbital, l'acide valproïque ou la théophyline. Vous voyez, ça, c'est ce qui est recommandé dans des cas particuliers, donc avec une certaine sévérité, on va aller un peu plus en profondeur après. Mais vous voyez que finalement, par rapport aux questions qu'on s'est posées au départ, eh ben, il y a peu de toxiques ou d'intoxications qui sont éligibles à la dialyse, même si on modérera un petit peu ce propos. Maintenant, ce que je vais vous présenter, c'est les recommandations donc, du groupe Extrip. Donc, je pense que c'est un nom qu'il faut que vous notiez hein, si vous êtes confronté à une intoxication un jour et que vous posez la question de la dialyse. Donc, ça, c'est un groupe qui est plutôt nord-américain en majorité, qui est composé de réanimateurs, néphrologues, mais aussi de centres antipoison et qui a pour but de faire des recommandations d'experts hein, internationaux. Donc, c'est plutôt quand même basé sur une méthodologie qui est extrêmement rigoureuse. Mais néanmoins, et c'est vraiment le problème dans notre discipline, c'est que la plupart des recommandations reposent sur un niveau d'évidence faible. Néanmoins, ces recommandations, elles ont le mérite d'exister et elles s'enrichissent au cours du temps et elles peuvent guider aussi certains travaux. Donc, elles sont vraiment importantes. C'est quelque chose qui est néanmoins important, c'est que quand même toutes ces recommandations pour la plupart des situations, elles vont reposer avant tout toute implémentation de l'hémodialyse sur un traitement optimal de l'intoxication, et notamment dans certains cas, quand c'est disponible, l'utilisation d'antidotes. Et donc, c'est quelque chose qui est important à tenir en compte. Alors, aujourd'hui, je vous ai mis les recommandations qui reprennent finalement ce que je vous ai dit pour la RFE de la SRLF, hein, qui reposent largement sur ces recommandations d'experts. On va les détailler peut-être un petit peu plus ensemble, mais simplement pour vous dire qu'il y a 3 paramètres qui vont rentrer en compte. Les paramètres cliniques, d'accord, mais aussi des paramètres biologiques et pour certaines molécules, des paramètres analytiques, d'où l'importance de l'analyse toxicologique dans ce contexte-là. Et puis, il y a un élément qui est important et qui est une question récurrente, c'est jusqu'à quand on dialyse, d'accord? Parce que finalement, ce n'est pas toujours très clair. Donc, pour le lithium, je vous ai dit, c'est des intoxications pour eux sévères cliniquement, d'accord, avec des troubles neurologiques ou cardiovasculaires. Vous allez avoir à la fois des paramètres biologiques et analytiques, hein, notamment, c'est à la fois une insuffisance rénale et une lithémie élevée, ou bien une lithémie très élevée, ou bien une lithémie qui stagne, et avec un patient qui ne pourra pas éliminer suffisamment rapidement son lithium. Et vous voyez par exemple que là, on vous donne très clairement les critères d'arrêt de la dialyse. C'est une lithémie inférieure à 1 millimol et une hémodialyse dans un premier temps d'au moins 6 heures. Donc, vous voyez, ça vous guide parfaitement sur les modalités de dialyse. Pour la metformine, bon, là encore, c'est des intoxications sévères. Et là, vous voyez que vous n'avez pas besoin d'éléments analytiques. D'ailleurs, le dosage de la metformine n'est pas de pratique courante. Mais par contre, vous avez des indications pragmatiques, c'est-à-dire une hyperlactatémie massive, hein, c'est ce que donnent les intoxications à la metformine sévère, une acidose métabolique sévère, ou bien finalement des conditions qui vont gêner l'élimination ou le métabolisme de votre metformine, c'est-à-dire insuffisance rénale aiguë ou insuffisance hépatique. Et là encore, vous avez des critères d'arrêt de la dialyse. Pour les 2 molécules dont on a discuté tout à l'heure, qui sont un petit peu particulières, on l'a vu, parce que le volume de distribution est faible et ce qui va permettre que finalement le médicament reste dans le compartiment vasculaire, salicylé et acide valproïque. Là encore, vous avez des critères qui sont des critères cliniques. Et puis, de manière intéressante, là, on a des critères vraiment analytiques où, à partir d'une certaine concentration, il est fortement recommandé de dialyser. Là encore, on va vous donner des éléments pour arrêter la dialyse. Enfin, pour le phénobarbital, alors ces intoxications qui reviennent un petit peu à la mode, et ben là encore, vous allez avoir des indications qui sont basées sur la clinique et l'analytique, notamment lorsque vous avez une stagnation du phénobarbital. Voilà. Donc, vous voyez que ces recommandations, finalement, elles vont pouvoir vous guider sur les paramètres que vous allez devoir avoir pour initier la dialyse et parfois de manière finalement très pragmatique. Et puis, combien de temps vous allez devoir dialyser les patients.
Tout à l'heure, on a dit dans notre raisonnement, et c'est finalement parfois pas tout à fait vrai, c'est que vous avez des indications où vous allez quand même devoir considérer la dialyse alors même que vous avez un antidote. Donc, en fait, dans ces cas-là, ce sont des intoxications extrêmement sévères. Alors, si on prend l'exemple du paracétamol, eh ben, le paracétamol, vous savez qu'on a un antidote et on l'a vu ensemble, c'est la N-acétylcystéine. Eh ben, si le patient est très sévère, c'est-à-dire avec des troubles de la conscience, une acidose métabolique et une hyperlactatémie et une paracétamolémie très élevée, malgré la N-acétylcystéine, vous allez devoir dialyser, ou en tout cas, il est recommandé de dialyser votre patient. Et là où je voulais un petit peu attirer votre attention, c'est que dans ces cas-là, il faut adapter le dosage de votre N-acétylcystéine et vous allez devoir doubler la dose de N-acétylcystéine. Et puis pour les alcools toxiques, dans les intoxications très sévères et en fait principalement lorsqu'il y a une acidose métabolique extrêmement sévère, vous allez devoir considérer la dialyse, même si vous avez mis l'antidote qui est le fomépizole. Et là encore, c'est là où je voulais attirer votre attention, il faut adapter dans ces cas-là les doses de fomépizole. Hop. Donc voilà, en conclusion, et ce topo est peut-être un petit peu plus court que les autres, mais les autres étaient finalement assez longs, et puis on va pouvoir discuter ensuite. Dans votre questionnement face à une intoxication et pour la dialyse, c'est est-ce que j'ai besoin d'une épuration extra-rénale? Si c'est oui, est-ce que ma dialyse est indiquée? Si c'est oui, ça sera toujours de l'hémodialyse intermittente. Mais comme j'ai essayé de vous en convaincre de manière assez globale, il y a 6 xénobiotiques pour lesquels vous allez systématiquement penser à la dialyse, c'est lithium, phénobarbital, salicylée, valproate, théophylline, metformine. Elle ne sera pas forcément indiquée, hein, je vous l'ai dit, il y a l'optimisation du patient avant, et puis il y a un petit raisonnement à avoir sur certains paramètres. Ce que je vous conseille, c'est que si vous êtes face à vous questionner sur est-ce qu'il faut que je dialyse ou pas mon patient, bon, c'est toujours pas mal de vous référer aux recommandations d'Extrip, qui néanmoins sont très nord-américaines et souvent très larges. Hein. Je vous l'ai bien montré pour le lithium, ça pousse un peu à la dialyse alors que ce n'est peut-être pas toujours totalement indiqué et qu'il y a peut-être des paramètres plus fins à considérer. Et puis, vous pouvez toujours appeler un centre expert, que ce soit un centre antipoison ou bien la réanimation médicale et toxicologique à Lariboisière. Voilà, je vous remercie pour votre attention. Ok, merci Dominique pour cet exposé très clair sur les intérêts de l'épuration extra-rénale au cours des intoxications. Juste une petite précision concernant la conférence d'experts. Donc celle-ci en fait ne traitait que des médicaments. C'est pourquoi en fait les alcools toxiques n'avaient pas été évoqués dans cette conférence. Mais évidemment, comme tu l'as bien rappelé, le méthanol et l'éthylène glycol sont deux grandes indications de l'épuration extra-rénale. Les deux toxiques et leurs métabolites répondent parfaitement au cahier des charges que tu as défini. Et en plus, évidemment, étant responsable d'acidose métabolique, le traitement par épuration extra-rénale est vraiment électif dans ces deux intoxications. Mais c'est vrai qu'il n'était pas référencé dans la conférence, et en tout cas n'ont pas été traités, puisque celle-ci était dédiée uniquement aux médicaments. À l'inverse, le paracétamol dont tu as parlé, là, c'est une indication extrême, on va dire, de dialyse assez rare. C'est surtout en l'absence d'antidotes ou dans des intox extrêmement graves vus très précocement. Alors, il y a quelques questions, je vais te les poser. Donc, tout d'abord, pourquoi le lithium est dialysable alors que ses caractéristiques sont inférieures au seuil cité? Alors, je pense que je n'ai pas très bien compris la question. Alors, la personne semble dire que les seuils de volume de distribution, de pourcentage de fixation aux protéines plasmatiques sont inférieurs au seuil, ce qui n'est pas évident pour moi, mais voilà. Bah, ouais, Si tu on peux peut repréciser revenir pour le lithium, Oui, c'est oui, par tout à fait. caractéristique. Alors, attends, ça, c'est le méthanol. Je recherche juste. Hop. Voilà, exactement ça. Voilà, le lithium, merci pour la question, hein, mais je pense que le poids moléculaire est faible, d'accord. Le volume de distribution, il est faible, alors il est inférieur à 1 litre, hein, comme on a dit tout à l'heure. Et puis, il y a 0 fixation aux protéines.
Pourquoi simplement la dialyse ne marche peut-être pas totalement? C'est qu'une partie de la toxicité, notamment la neurotoxicité du lithium, est probablement due, comme j'ai dit tout à l'heure, à une accumulation de lithium au niveau cérébral, même si tout ça n'est pas totalement compris, de quelle manière, quel transporteur, etc. Et qu'il est possible que finalement, la dialyse ait des effets qui soient non pas contraires, mais pas ceux attendus d'une amélioration évidente, parce que tout simplement, la clairance du lithium au niveau cérébral n'est pas la même qu'au niveau sanguin, si bien que vous pouvez dialyser le sang et avoir une lithémie dans le sang à 0 et peut-être une lithémie à 5 millimoles dans le cerveau. C'est ça qui explique probablement un peu la discordance avec l'effet attendu. J'espère que j'ai répondu à la question. En tout cas, pour moi, le lithium obéit parfaitement au aux prérequis pharmacocinétiques pour être candidat à la dialyse. C'est même l'idéal puisque c'est un ion, donc il ne se fixe pas aux protéines plasmatiques, il n'a pas de métabolisme, il s'élimine quasi exclusivement par le rein et il est de petite taille et il a un volume de distribution petit. Donc, c'est vraiment l'idéal. Alors, d'autres questions concernent le MARS. Alors, on te demande, est-ce que tu peux préciser le mécanisme d'action du système MARS et que faire si on n'a pas de MARS comme alternative de prise en charge? Alors, donc le MARS, c'est un peu comme je vous ai expliqué, hein, le but, c'est grâce à un double circuit avec l'albumine qui contient en plus du charbon et une résine échangeuse d'ions, c'est de capter des molécules qui ne sont pas captées habituellement par la dialyse conventionnelle. D'accord? Donc, ça a été fortement développé en réa hépato, voilà, avec lorsque les patients ont une encéphalopathie hépatique, avec des résultats qui sont assez contrastés, en fait. Hein. Voilà, et donc c'est là-dessus que repose l'idée éventuelle d'utiliser ce circuit d'albumine pour fixer les protéines, les médicaments ou les toxiques qui sont liés aux protéines, plus un peu de charbon qui pourrait en éliminer certains, plus cette fameuse résine échangeuse d'ions. Pour répondre à la deuxième question, c'est qu'en fait, c'est pas du tout, il ne faut pas qu'on se méprenne, hein, je vous ai expliqué que ça n'épurait pas les toxiques. Il y a peut-être un intérêt qui repose sur des bases, on va dire un peu physiologiques ou physiopathologiques, qui montrent que oui, et puis il y a une étude de Lariboisière qui va bientôt sortir, qui montre que probablement dans les inhibiteurs calciques, ça peut avoir un intérêt. Mais je pense que Bruno vous a très clairement présenté les éléments pour raisonner face à un cardiotrope. Si jamais vous avez un patient qui est extrêmement sévère, au-delà des ressources des catécholamines, le traitement, ce n'est pas la dialyse à l'albumine, certainement pas. Ce sera d'utiliser une assistance circulatoire. Ce qu'on peut discuter, c'est de mettre, en revanche, après la pause de cette assistance circulatoire, une dialyse à l'albumine, mais encore une fois, il n'y a aucune obligation, il n'y a aucune recommandation forte dans ce sens, et éventuellement pour limiter, par exemple, la durée de l'hémodialyse. Mais en tout cas, c'est pas du tout, c'est un traitement plutôt d'exception et qui est plutôt en cours d'exploration. Mais je pense que vous en avez déjà entendu parler, c'est pour ça que j'ai mis ces diapos. Mais voilà, aujourd'hui, il n'y a aucune recommandation en ce sens. Il faut plutôt faire un traitement de support habituel. Je pense que tu es d'accord avec moi, Bruno. Tout à fait, tout à fait. Et donc, restent deux questions concernant d'autres techniques dont peut-être que tu as pas développées. Donc, premièrement, la dialyse péritonéale. Est-ce que tu y vois une application, notamment chez l'enfant? Et Alors, puis le honnêtement, deuxième concernant les échanges plasmatiques. alors, premièrement, pour la dialyse péritonéale, honnêtement, je connais que les données adultes hein, qui sont plutôt aujourd'hui largement dépassées. Hein. Les premiers papiers sur la dialyse en toxico ont été faits avec la dialyse péritonéale, mais aujourd'hui totalement dépassés. Après, je m'excuse, mais chez l'enfant, je ne sais pas. Je ne me rends pas compte si la dialyse péritonéale est quelque chose de fréquent ou pas. Pour moi, il dialyse un peu comme chez l'adulte. Et voilà, mais je ne sais pas si tu en sais plus, Bruno, là-dessus. Bah, écoute, non, il n'existe aucune indication à la dialyse péritonéale concernant les intoxications, car tout le monde l'a compris, lorsque l'on s'adresse aux techniques d'épuration extra-rénale, c'est que nous sommes dans le cas d'une intoxication grave, c'est-à-dire que l'indication de l'épuration est urgente. Et donc, il est beaucoup plus simple d'effectuer une hémodialyse avec qui a une hémodialyse intermittente, qui a la meilleure clairance des toxiques,
que de faire des techniques qui sont peu utilisées, peu disponibles, lentes à mettre en place, lentes à épurer, qui n'apportent rien. Donc, aucune indication pour la dialyse, quel que soit l'âge, au niveau du péritoine. Voilà, après, ce que je ne savais pas, c'est si en pédiatrie, il y a une spécificité particulière, mais… Non, en tout cas pas dans les intoxications aiguës. Et ensuite, les échanges plasmatiques. Bon, alors, il y a très peu de données sur les échanges plasmatiques. En fait, on peut se dire qu'un échange plasmatique, ça va revenir quasiment… une fois que votre médicament ou votre toxique est distribué, finalement, l'échange plasmatique, il va faire… Alors, vous voyez qu'il fait d'ailleurs même un peu moins bien en termes d'épuration, mais finalement, il ne va pas faire tellement mieux que la dialyse. Et puis surtout, le problème de l'échange plasmatique, c'est que c'est quelque chose qui est extrêmement invasif. Donc, aujourd'hui, il n'y a pas d'indication aux échanges plasmatiques dans cette indication. Et même pour des molécules qui ne seraient pas filtrées par la dialyse, vous voyez bien quand on reprend, si on reprenait la courbe du méthanol, que ce n'est pas une technique qui épure très rapidement. Donc, a priori, il n'y a pas d'indication aujourd'hui aux échanges plasmatiques. Voilà, donc tout à fait, tu as raison, Dominique. Donc, pas d'indication. À nouveau, ce sont des techniques beaucoup plus complexes qui mettent du temps. Ce n'est jamais des techniques de l'urgence vitale. Or, à nouveau, dans toutes les indications que tu as discutées, lorsqu'on arrive à poser l'indication de l'hémodialyse intermittente, c'est quand même relativement dans l'urgence. En plus, c'est des techniques non disponibles partout et n'apportent rien de plus que l'hémodialyse intermittente. Voilà, je dirais la seule technique qui pourrait avoir éventuellement un petit intérêt, ce sont les techniques d'exsanguinotransfusion. Lorsqu'on a un toxique qui entraîne une hémolyse intravasculaire et qui se niche dans les érythrocytes. Donc, par exemple, certains fertilisants, certains pesticides, certains produits chimiques comme des colorants qui, eux, effectivement, peuvent éventuellement gagner à ce type de technique. Mais, à nouveau, les indications sont exceptionnelles. Et enfin, dernier point, les techniques d'hémoperfusion sur colonne de charbon, on va dire, ont connu un certain intérêt, engouement dans le passé. Alors, typiquement, les intoxications par la théophiline répondaient très bien à ce type de technique. On va dire, aujourd'hui, les indications sont très discutées. Là aussi, la technique est peu disponible. Et il faut savoir que avec le paraquat, qui maintenant n'est plus un toxique de routine dans les pays occidentaux depuis son retrait du marché, eh bien, les protocoles, notamment asiatiques, incluent des techniques d'hémoperfusion sur colonne de charbon qui probablement permettent une clairance meilleure que l'hémodialyse intermittente, sans pour autant améliorer le pronostic final. Voilà, je crois qu'il n'y a pas d'autres questions. Écoute, Dominique, merci beaucoup pour ce topo. Ah, il y a une dernière question. Pardon, il y a une dernière question. Je te laisse la lire peut-être, Dominique, si tu as accès. Pour l'épuration extrarénale y a-t-il un taux de natrémie dans le dialysat à prescrire en particulier? On dit que le lithium suit le Na dans l'organisme, mais ce n'est sans doute pas le cas à travers la membrane de dialyse et vers un dialyse. Non, il y a pas de… La dialyse, elle se fait comme d'habitude. Il n'y a pas de spécificité de prescription de la dialyse en termes de bain, etc., ou de température dans les intoxications. Voilà, on va dire le sodium que vous prescrivez dans le dialysat a pour but essentiellement de maintenir à l'équilibre la natrémie et donc d'éviter soit des hyponatrémies de dilution, soit au contraire une déshydratation intracellulaire avec une hypernatrémie. En pratique, cette natrémie ne modifie pas la vitesse d'épuration du lithium au travers de la barrière semi-perméable du dialyseur. OK. Bon, Voilà. très bien. Dominique, merci. Ouais, j'ai juste à très rajouté bientôt. une petite chose. Pas la peine d'harceler Rémi Coudroy là, je vous enverrai les diapos en PDF si ça vous va. Je vais récupérer la liste des gens présents et je vous enverrai. Voilà. Et puis, j'ai vu qu'il y avait des socles qui demandaient quand étaient les webinaires. Alors, moi, je suis nouveau responsable de la commission pédagogique. Je comprends peu à peu comment marchent les circuits. En tout cas, ils sont disponibles normalement depuis assez longtemps
sur le site du CEMIR. Voilà, on doit vous expliquer tout ça la semaine prochaine, vendredi prochain. Voilà, mais s'il y a un problème de communication, il ne faut pas hésiter à le faire remonter. Tout n'est pas parfait et donc voilà, si ça vous va. OK, merci à tout le monde et à bientôt. Au revoir. Au revoir.